Kornilov fait appel aux soviets. Les soviets sont dirigés presque essentiellement par les bolcheviks et un parti qui s'appelle Socialiste Révolutionnaire de Gauche, une scission du Parti Socialiste Révolutionnaire. Et c'est ceux-là qui se mettent à construire des barricades, à construire une armée, les gardes rouges. Donc chaque soviet a ses gardes rouges, c'est-à-dire sa milice. Et c'est eux qui arrêtent Kornilov. Et Kornilov est battu et est obligé de se partir. Du coup, les bolcheviks deviennent le point de mire de toute la classe ouvrière, surtout de Petrograd. Et le deuxième congrès de soviets qui se prépare, en octobre 1917, voit les délégués élus majoritairement socialistes révolutionnaires de gauche et bolcheviques, qui ont largement la majorité. Alors se passe une chose, c'est que Lénine dit il faut prendre le pouvoir, parce que si on attend, les gens vont refluer, la guerre va l'emporter, etc. Donc il faut prendre le pouvoir. Trotsky dit non, il faut attendre le deuxième congrès de panne russe des soviets, qui lui doit prendre le pouvoir. C'est le coup du 25 octobre 1917, où le parti bolchevique fait le coup d'État, prend le pouvoir et l'offre au deuxième congrès des soviets, qu'il accepte évidemment parce qu'il a la majorité bolchevique et socialiste révolutionnaire. Donc la révolution bolchevique se fait. Pendant ce temps, il y a les élections à la constituante qui se poursuivent. Alors au début, c'est eux qui prennent le pouvoir, donc il y a un gouvernement des commissaires du peuple. Ils ne veulent pas appeler ça des ministres. Et puis quand ils offrent le pouvoir aux soviets, au deuxième congrès des soviets, là c'est un gouvernement de coalition entre socialistes révolutionnaires de gauche et bolcheviques, soutenu par beaucoup de soviets anarchistes. Parce que là, l'anarchie se développe aussi parce qu'ils avaient un peu les mêmes positions que les bolcheviques, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au bout, il faut tout le pouvoir aux soviets, etc. etc. Donc, immédiatement, les deux premiers décrets de ce pouvoir soviétique, c'est premièrement la terre aux paysans, tout de suite, sans attendre, et deuxièmement, le prikaz numéro 1, c'est-à-dire le fameux décret numéro 1, qui abolit les sévices corporels dans l'armée. C'est important parce que ça, c'était vraiment ce que voulaient les gens, quoi, voilà. Arrêter les sévices corporels, respecter les hommes, etc. Alors, le problème qui se pose, c'est que les bolcheviks et les socialistes révolutionnaires de gauche ont la majorité au congrès des soviets. Les soviets, je vous dis, c'est des choses qui sont organisées par entreprise. Et pendant ce temps, il y a les élections à la constituante. Et les élections à la constituante amènent une majorité socialiste révolutionnaire de droite. Les bolcheviks ont 25% des voix. Et comme les socialistes révolutionnaires de gauche, quand ils ont été déclarés partis, c'était après le début des élections, ils ont été obligés de faire cause commune avec les socialistes révolutionnaires de droite qui gardaient la majorité. Alors, c'est passé l'événement donc en janvier 1918, où les bolcheviks se pointent au Congrès et disent non, tout le pouvoir est aux soviets, donc l'Assemblée constituante doit accepter ce fait. Les gens refusent, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires de droite refusent, donc les bolcheviks quittent la salle. Une heure après, les socialistes révolutionnaires de gauche quittent la salle aussi, et puis se mettent à discutailler jusqu'à plusieurs heures, je ne sais pas quelle heure du matin. Et là, il y avait les gardes rouges qui étaient dirigés par un marin anarchiste qui s'appelait Gelesniak, qui en a marre, et comme il dit, ces hommes, ils avaient sommeil, etc. Alors, il se pointe à la tribune, il dit, bon, maintenant, ça suffit de discuter, vous nous embêtez, nous, on a sommeil, on va se coucher, et vous qui giclez. Et ils ont viré l'Assemblée constituante. Et puis ils sont allés se coucher. Alors c'est intéressant de voir parce que cette Assemblée constituante n'a été défendue par personne. Le problème maintenant, c'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la guerre avec l'Allemagne. Donc l'armée allemande, elle profite de ce bordel pour progresser. Les soldats désertent en masse parce qu'ils ne veulent pas se battre. Donc le gouvernement soviétique est obligé d'accepter d'ouvrir des négociations de paix à Brest-Litovsk. Et là, ça traîne
Lénine propose la paix immédiate. Les bolcheviks de gauche, Boukharine, Piatakov et les SR de gauche et les mencheviks internationalistes proposent de développer la guerre révolutionnaire. Et Trotsky propose ni guerre ni paix, parce qu'en ne faisant ni guerre ni paix, on va faire un programme pour le prolétariat international et on va favoriser la révolution qui commence. C'est vrai qu'il commence à y avoir des grèves en Allemagne, en Autriche ça commence à bouger, donc Trotsky visait sur le développement de la révolution européenne sur la grève. Lénine tient bon en disant, de toute façon, premièrement, les soldats ils votent avec leurs pieds, donc on n'a pas d'armée, donc ça ne sert à rien de dire ni paix ni guerre, ça ne sert à rien de dire guerre révolutionnaire. Là il faut signer, tant pis, on va perdre des territoires, on va perdre la Pologne, on va perdre l'Ukraine, on va perdre la Biélorussie, mais on sauve la révolution. Bon, finalement, Trotsky se décide, après l'offensive massive des armées allemandes, il se décide à traiter, donc à accepter la paix de Brest-Litov, qui est catastrophique pour la Russie, mais qui au moins arrête la guerre. Mais à ce moment-là, les SR de gauche, les socialistes révolutionnaires de gauche ne sont pas du tout d'accord. Donc ils envoient un commando qui assassine le délégué militaire allemand à Pétrograd, là, le comte von Bismarck, ce qui provoque la rupture entre les socialistes révolutionnaires de gauche et les bolcheviks. Les socialistes révolutionnaires de gauche commencent à faire ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire des attentats, et tout ça. Alors, autre situation, la situation sociale, il y avait 2,5 millions de fonctionnaires dans la Russie. Ces 2,5 millions de fonctionnaires se mettent en grève contre le pouvoir bolchevique, comme ils disent. Ils ne veulent plus travailler. Donc il n'y a plus rien, plus d'administration, plus de transport, plus rien. Les mencheviks qui dirigent le syndicat des chemins de fer se mettent en grève aussi, contre les bolcheviks. Alors donc il faut réagir. À ce moment-là, les soviets sont obligés de prendre tout en main. Donc, à ce moment-là, le congrès des soviets décide l'embauche de 900 000 permanents pour administrer le pays. Bon, ces 900 000 permanents, ils sont pris où? Chez les paysans? Non, absolument pas. Là, c'est les bolcheviks. C'est les ouvriers d'usine qui dirigent les soviets. C'est tout ça. C'est-à-dire que tous ces gens qui étaient au milieu du peuple, dans les usines, etc., ils se voient obligés d'organiser, disons, le ravitaillement, tout ça, de façon officielle, quoi. Donc, c'est les cadres, grosso modo, c'est les cadres du parti bolchevique qui assurent cette transition. D'accord. Les paysans qui désormais sont propriétaires de leurs lopins, ils ont la paix, les soldats sont rentrés chez eux, etc. Bah, ils pensent à faire fructifier leurs biens, et puis ils commencent à déserter un peu les soviets de paysans. Alors là-dessus éclate la guerre civile, c'est-à-dire que la plupart des généraux tsaristes refusent le pouvoir soviétique, et la France, les États-Unis, le Japon, pas l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi, financent des armées blanches. Donc il y a l'armée de Dénikine, l'armée de Kolchak, l'armée de Wrangel, l'armée d'Ungern, la fameuse division tchèque, c'est-à-dire les anciens déserteurs de l'armée autrichienne qui avaient formé une division blindée très puissante et très mobile, qui aussi soutiennent cette révolution, cette contre-révolution blanche, quoi. Voilà. Alors, par bonheur, si tu veux, ces généraux ne s'entendent absolument pas entre eux. Ils se haïssent cordialement, comme dirait l'autre. Ça a un peu sauvé la révolution russe, je pense. Donc, le pouvoir soviétique se trouve affronté à ce problème, donc la guerre civile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Trotsky organise l'armée rouge à partir des gardes rouges, c'est-à-dire que toutes les milices d'entreprises, etc., sont mobilisées pour faire une armée. Mais pour faire une armée, il faut une armée qui soit capable de se battre contre les autres armées. Donc on retrouve le système avec des officiers. On manque de cadres, donc on embauche des officiers blancs, enfin des officiers tsaristes qui acceptent de rentrer dans l'armée rouge. Et pour les contrôler, on met des commissaires politiques, toujours une bureaucratie en plus. Comme il y a des attentats, les anarchistes se mettent aussi à faire une révolution en Ukraine avec Makhno, etc. Comme il y a des attentats même contre-révolutionnaires des Blancs, quoi, et tout ça, il faut créer une police, la Tchéka,
Voilà. Donc on se trouve dans une situation où rupture de l'alliance entre les bolcheviks et les SR de gauche, attentats, sabotage. Les mencheviks sont divisés entre ceux qui rejoignent les armées blanches, ceux qui organisent des régions séparatistes dans le Caucase. Bon, il y a l'affaire de l'Ukraine, le Makhno. La guerre civile, finalement, impose une organisation pyramidale des soviets. C'est-à-dire, on retrouve des fonctionnaires, des permanents, des commissaires politiques, et ce qu'on appelle le communisme de guerre. C'est-à-dire, il faut nourrir l'armée, il faut nourrir les soldats. Alors, on va prendre les denrées où? Pas chez les paysans. Les paysans ne veulent pas les donner, ils veulent les vendre. Donc, on organise des commandos d'ouvriers qui viennent réquisitionner les propriétés paysannes, donc rupture avec la paysannerie, très nette. Donc il se crée une situation, alors je ne vous dis pas la situation, il y a des anarchistes qui avaient adhéré au parti bolchevique, là, comme Victor Serge et d'autres. Il y a des socialistes révolutionnaires de gauche qui adhèrent aussi au parti bolchevique. Il y a des bolcheviques qui, au contraire, deviennent anarchistes. Il y a une situation complètement confuse. Dans l'Ukraine, par exemple, tantôt il y a les armées de la Rada. La Rada, c'est le parlement nationaliste ukrainien. Tantôt il y a les makhnoïstes, tantôt il y a les Allemands, tantôt il y a les bolcheviks. Les gens ne savent plus, avec les massacres de juifs qui s'accompagnent dans ce genre de trucs. Les bolcheviks sont amenés à prendre des mesures comme le système des otages. Donc, pour tenir les officiers, on prend leur famille en otage, les commissaires politiques, les nouveaux adhérents au parti bolchevique, qui désormais s'appelle maintenant le Parti communiste, c'est pas les derniers à se comporter en petits chefs dans les bleds, dans les quartiers, etc. Il y a une couche de bureaucrates qui prend possession, par exemple, du Parti communiste. Alors la victoire de l'armée rouge est obtenue au bout de 2 ans de guerre civile, les armées blanches sont battues, mais cela ne dessert pas l'étau. Le pays est complètement à genoux. Les usines ne marchent plus, les transports, les trains sont... Il y a 2 locomotives qui marchent. Oui, c'est absolument lamentable. La situation est truc. Il n'y a pas de quoi bouffer. Les paysans refusent de donner... Ils se révoltent. Il y a des révoltes paysannes contre les réquisitions. Et tout ça éclate, disons, en 21. Il y a toute une série de grèves en Oural, etc., contre le pouvoir soviétique. Et surtout l'insurrection de Kronstadt. Alors, l'insurrection de Kronstadt, c'était le joyau de la révolution de 17. Mais comme dit Trotsky, le problème, c'est que c'est tellement le joyau que tous les marins de Kronstadt, ils étaient tellement précieux qu'ils ont été amenés à être dirigeants des troupes rouges, etc., ou des trucs. Donc, à Kronstadt, il y a une grève qui éclate à Leningrad. Enfin, ça ne s'appelle pas Leningrad encore, à Petrograd. Le vrai problème, c'était la question des rations. Les rations, par exemple, tout le monde était rationné. Alors, les ouvriers, ils avaient droit à tant de calories. Les ouvriers des arsenaux militaires, ils avaient droit à un peu plus. Les marins de Kronstadt avaient droit encore un peu plus. Enfin, il y avait tout un système d'organisation bureaucratique. Les fonctionnaires, ils se servaient au passage. Donc, il y avait l'établissement des rations se faisait de façon tout à fait injuste, mais en fonction des besoins et des trucs. Donc, c'est une situation absolument de fou. Et je ne sais pas ce qui se passe. À Kronstadt, finalement, les marins de Kronstadt se réunissent à l'Assemblée générale, décident d'exclure les bolcheviks du soviet de Kronstadt et veulent négocier. Négocier sur le terrain, principalement nouvelle élection de tous les soviets. Élection des soviets et augmentation des rations. L'ennui, c'est que le gars qui doit discuter de ça avec Kronstadt, c'est Zinoviev. Zinoviev, qui est le président du conseil du soviet de Saint-Pétersbourg, de Petrograd, pardon. Et lui, il adopte avec Voroshilov une attitude tout de suite très tranchante.
on ne négocie pas avec les bulletins, etc. etc. Donc il y a une mauvaise compréhension au départ qui aboutit finalement à des arrestations. À Kronstadt, on arrête les bolcheviks, mais on les met en prison, c'est tout. Les délégués qui sont venus négocier avec Zinoviev sont arrêtés et fusillés. Bon, il y a eu plusieurs trucs, c'est bien expliqué par Jean-Jacques Marie dans son bouquin sur Kronstadt, il y a eu plein de petites erreurs comme ça. Lénine était à ce moment-là assez malade, puisqu'il y a eu un attentat contre lui des socialistes révolutionnaires et il a eu une balle dans la tête, et depuis il avait des problèmes. Zinoviev s'est débrouillé pour que Trotsky ne mette pas le nez dans les affaires de Kronstadt, il ne voulait pas. Donc il y a eu une série d'événements qui ont fait que finalement on s'est trouvé dans la situation où Kronstadt c'était quelque chose de difficile puisque c'est donc une île qui est en face de Saint-Pétersbourg. La mer est gelée à l'époque, c'était en février-mars. Si la mer dégèle, automatiquement les bateaux finlandais, qui est un régime réactionnaire anti-bolchevique, peuvent occuper l'île, qui est quand même la porte de Pétrograd. Au niveau canon, etc. Il y a toute la flotte russe qui est soviétique qui a un truc. Et les bolcheviks décident de ne pas risquer. Et ils envoient l'armée de Tukhachevski plus les délégués du deuxième congrès ou troisième congrès de l'Internationale qui vont prendre d'assaut la forteresse de Kronstadt. Alors c'est terrible parce qu'ils sont sur la glace. Les gens à Kronstadt envoient des bombes, des obus qui cassent la glace, donc les mecs se noient dans une eau glacée, donc ils s'énervent. Bref, finalement, quand ils arrivent à occuper Kronstadt, c'est le massacre. Il y a plusieurs centaines de fusillés, des milliers d'arrestations, etc., etc. C'est là que Lénine décide d'intervenir en disant la situation est intenable, il y a des révoltes partout, il faut revoir la politique du communisme de guerre. À l'époque, il y a eu un gros débat entre Trotsky et Lénine sur, justement, Trotsky voulait la militarisation de l'économie dans un but d'organisation. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment desserrer les taux, et pour desserrer les taux, il fallait organiser l'économie comme si c'était l'armée. L'armée rouge peut servir à réparer les trains, réparer les voies de chemin de fer, garantir que les usines marchent, etc. etc. Bon, Lénine dit non. Ça ne marchera pas. Il faut revenir sur une politique d'ouverture à un minimum de capitalisme. C'est la NEP, la nouvelle économie politique. Donc, desserrer les taux, redonner confiance aux gens. Tant pis si on va créer une nouvelle couche, sans doute, de petits capitalistes, parce qu'on accepte que les petites entreprises se créent parce qu'elles sont plus efficaces que ces grandes entreprises nationalisées où plus personne ne bosse, où plus personne ne fout rien, etc. Voilà. Donc ça a été le NEP. Alors moi j'en tire comme conclusion qu'il y a eu aussi le fait que les bolcheviks attendaient vraiment la révolution internationale, qui s'est préparée, ça a éclaté à Berlin, ça a éclaté en Hongrie, mais toutes ces révolutions ont été écrasées dans le sang. L'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg en Allemagne, etc. Et donc, le problème de cette bureaucratisation des conseils, c'était pas trop tard. J'ai lu quelques textes de Lénine où c'était intéressant de dire oui, on a été obligé de faire ça, on a été obligé de créer la Tchéka, on a été obligé de... Mais maintenant, il faut souffler un peu et il faut rétablir progressivement la démocratie dans les soviets, mais il faut y aller progressivement. Or, le problème, c'est que s'était créé une couche des bureaucrates, pas au sens négatif du terme, hein, c'était souvent des bons militants ouvriers ou marins ou n'importe quoi, qui ont accepté de gérer l'économie, de gérer les entreprises, de gérer les villes, de gérer la pénurie, etc. Et simplement, pour eux, la révolution était finie, quoi. Et quand il y a eu l'opposition, après la mort de Lénine, quand il y a eu l'opposition entre Trotsky et la Troïka, Zinoviev, Kamenev et Staline, l'appui, la base sociale de Staline, ça a été cette couche bureaucratique.
Et la base sociale de Trotsky, c'était effectivement les jeunes militants ouvriers dans les usines et tout, mais ils ne faisaient pas le poids. Pour donner les détails, le bureau politique du parti bolchevique, c'était Zimenev, Kamenev, Staline, Trotsky et Boukharine. Bon. Et Zimenev, Kamenev et Staline avaient pris l'habitude de se réunir à 3 pour tout organiser. Quand il y avait les réunions du bureau politique, effectivement, tout était fait. Les jeux étaient joués, quoi. Donc l'isolement de Trotsky était total, malgré son amitié pour Boukharine. Alors ils n'étaient pas d'accord, puisque en plus sur la politique économique, etc. Donc Trotsky a été progressivement éliminé, exclu du bureau politique, exclu du CC, exclu du truc. Bon. Les anarchistes là-dedans ont joué un rôle, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes aussi qui se sont passées dans la gestion directe, en particulier chez Makhno en Ukraine. La gestion des communes paysannes, quoi. Voilà. Mais tout ça, ça a été écrasé par une situation absolument intenable. Et moi, je pense que la base sociale du stalinisme, elle est née justement dans la guerre civile. Parce que le parti bolchevique ne pouvait pas, avec des 900 000 adhérents, primo-adhérents, contrôler, disons, ce phénomène, je vais faire un contrepoids justement à tout ce phénomène bureaucratique et tout, quoi. La Tchéka, c'était une monstruosité, qui était obligatoire. C'était obligatoire pour sauver la révolution. Mais en même temps, c'est une monstruosité, et puis les mecs, ils ont pris des habitudes. Et ces habitudes, bon, elles se sont perdurées. Voilà. Bon, je m'excuse, je suis un peu long. Hein. C'est pour ça que j'ai appris à appeler ce exposé naissance, vie et mort des soviets. Parce que je pense qu'en 21, les soviets étaient morts. Je n'en crois pas mes yeux. Max!